Picture this, you're halfway through a DIY car fix, tools scattered everywhere, and boom, you realise you're missing a part. It's okay, because you know whatever it is, it's on eBay. They've got everything, brakes, headlights, cold air intakes, whatever you need. And it's guaranteed to fit, which means no more crossing your fingers and hoping you ordered the right thing. All the parts you need at prices you'll love, guaranteed to fit every time. eBay, things people love. Les antipodes. Avant d'aller dormir. Des histoires horrifiques racontées par Yerb et Indigo. Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux. Cette histoire s'est passée au milieu des années 2000. J'avais 11 ans et ma vie était beaucoup plus sombre qu'aujourd'hui. Mon père avait quitté ma mère et il ne voulait plus rien avoir à faire avec notre famille. Ma mère avait sombré dans l'alcoolisme et passé la plupart de son temps au fond d'une bouteille lorsqu'elle n'était pas au travail. C'est une histoire à laquelle beaucoup de gens peuvent probablement s'identifier, perdre un parent à cause de l'addiction et de la dépression. Nous étions pauvres, elle avait à peine de quoi payer mon déjeuner à l'école et me donnait l'argent de toute la semaine d'un coup dès qu'elle recevait son chèque, pour éviter de le gaspiller spontanément en cigarettes et en bière. J'ai dû apprendre à être plus autonome, à cuisiner mes propres repas et à faire ma lessive. Souvent, cela signifiait aussi rentrer seule après l'école. C'était la responsabilité de ma mère de venir me chercher, car il n'y avait pas de bus scolaire dans notre quartier. En général, elle le faisait, bien que parfois un peu éméchée ou avec une gueule de bois, mais il lui arrivait parfois d'être trop profondément ivre ou endormie après une longue nuit en boîte, essayant de revivre ses 20 ans qu'elle n'avait plus. Chaque fois que cela se produisait, je prenais le bus pour rentrer à notre petit appartement en centre-ville. C'est ce qui s'est passé ce jour-là en particulier. Je me tenais devant l'école à la fin de la journée, regardant les élèves monter dans les bus jaunes ou les voitures de leurs parents. Finalement, les enseignants aussi partaient, sauf Madame Hartmann, ma professeure d'espagnol, qui, je pouvais le voir, en avait assez que ma mère m'oublie. Je me souviens encore du ciel gris et couvert qui reflétait mon humeur à l'époque. Je vais juste prendre le bus. J'ai fini par lui dire avec un soupir. Eh bien, si cela ne te dérange pas que je fasse quelques arrêts pour récupérer mes enfants à la garderie et finir quelques courses, je peux te ramener chez toi, Liv. Me sourit Madame Hartmann. Ça ne te dérange pas, hein, Sydney ? Je jetai un coup d'œil à sa fille, qui avait mon âge, et elle me lança un regard méchant avant de retourner à son jeu Nintendo DS. Sydney était la fille insupportable de Madame Hartmann, qui ne m'aimait pas pour une raison stupide. Madame Hartmann était une femme adorable, mais aussi un peu naïve et écervelée. Elle ne réalisait pas que sa fille faisait partie des filles populaires méchantes en classe, qui se moquaient des enfants timides et discrets comme moi. Sydney se moquait de moi parce que j'étais pauvre et que je portais souvent les mêmes vêtements. Et elle détestait absolument devoir traîner après les cours parce que sa mère voulait s'assurer que j'allais bien. Être coincé dans une voiture avec elle était hors de question. Je devais m'attendre à être taquiné le lendemain à cause du fait que ma mère m'avait encore une fois oublié. « Non merci », j'ai dit poliment à Madame Hartmann. « J'ai l'habitude. » Mais il va pleuvoir très fort bientôt. Où est ton parapluie ? Est-ce qu'elle peut au moins s'en offrir un ? Murmura Sydney, suffisamment bas pour que sa mère ne l'entende pas. « Ça ira », j'ai répondu, en commençant à m'éloigner de l'école sans me retourner. Ce n'était bien évidemment pas vrai, car non seulement je n'avais pas de parapluie, mais je n'avais même pas non plus de veste. Je n'avais aucune idée à quel point il allait pleuvoir. Les autres parents regardaient la météo le matin et s'assuraient que leurs enfants avaient des imperméables ou des parapluies, au cas où. Pas ma mère. C'était juste une autre chose que je devais faire moi-même, je suppose. Surveiller la météo moi-même. Je devais prendre 2 bus pour rentrer chez moi. Pendant le premier long trajet, il s'est mis à pleuvoir abondamment. Je suis descendu à l'arrêt habituel, qui avait l'air délabré et qui n'avait même pas d'abri ou de banc.
juste un panneau, dans une rue qui ne semblait jamais voir beaucoup de circulation ni de piétons. J'ai essayé d'entrer dans une petite supérette à proximité pour m'abriter de la pluie. Mais quand je suis ressorti, j'avais manqué mon bus et je savais qu'il ne reviendrait pas avant 1 heure. Frustré, j'ai décidé d'essayer de rentrer chez moi à pied en me basant sur les souvenirs flous des rues entre mon domicile et mon école que j'avais pendant les trajets en voiture avec ma mère ou en bus. Cela n'a duré que 20 minutes avant que je ne doive à nouveau chercher un abri. La pluie tombait de plus en plus fort et je me souviens que les rares personnes présentes dans la rue couraient pour se mettre à l'abri. Je commençais à devenir nerveuse car je n'étais pas tout à fait sûre de l'endroit où j'allais. J'ai tourné à un coin de rue en espérant reconnaître une rue familière, mais je n'arrivais pas à dire si je l'avais déjà vue ou non. Incertaine, j'ai accéléré le pas sur le trottoir en pensant que la prochaine rue serait peut-être plus reconnaissable. Celle-ci semblait bordée de magasins abandonnés, vides ou de petites boutiques familiales très spécialisées qui ne devaient pas attirer beaucoup de clients. La pluie tombait maintenant à verse, créant des ruisseaux sur la route, les grilles d'égouts n'arrivant plus à drainer toute l'eau. C'est à ce moment-là que je l'ai vue, la boutique de poupées dont le nom m'a depuis échappé. Tout ce qui m'importait à l'époque, c'était que c'était le seul bâtiment de la rue qui avait un haut vent. Je me suis alors réfugié sous le petit toit vert qui dépassait de la porte vitrée. Je n'ai même pas regardé la boutique au début. Je frissonnais juste, ressemblant à un chat trempé et misérable, fixant la pluie battante qui tombait en créant une brume froide. Il n'y avait absolument personne dans les environs. Je pouvais entendre au loin le bruit du trafic sur des rues plus fréquentées, mais cette partie de la ville semblait complètement morte. Le vent soufflait, rendant les choses encore plus désagréables, et les gouttes de pluie tombaient en biais, me frappant comme des balles, même sous le vent. Je sais que cela peut sembler exagéré, mais à ce rythme, j'allais attraper un rhume horrible. Je me suis tourné et j'ai remarqué le vieux panneau ouvert sur la porte que j'ai rapidement poussé pour entrer. Je dégoulinais d'eau, laissant des traces humides partout, comme si je sortais d'une piscine. C'était poussiéreux à l'intérieur, sans parler du fait que c'était sombre, avec seulement une petite lampe de table sur le comptoir et un lampadaire dans un coin. La boutique n'avait pas l'air très moderne, même pour le début des années 2000. Les murs et le sol étaient en bois sombre, et les planches grinçaient à chaque pas. Des toiles d'araignée pendaient dans les coins du plafond. Cependant, la chose la plus étrange, c'était ce qui était présenté. Des poupées, toutes aussi effrayantes les unes que les autres, mais quand même assez belles. Elles bordaient les étagères et étaient exposées un peu partout. Des poupées en porcelaine, des poupées de chiffon, des poupées en bois, des poupées articulées, des poupées en tissu. Rien de moderne, comme les Barbie, plutôt le genre de jouet qu'on en trouvait chez ses grands-parents. Il y avait aussi quelques peluches, conçues comme dans les années 80, avec de grands sourires béats et des yeux énormes. Certaines personnes auraient trouvé cela effrayant, mais en tant qu'enfant qui ne regardait pas de films d'horreur et qui n'avait pas beaucoup de jouets, je trouvais ça cool. La chose suivante que j'ai remarquée, c'est à quel point l'endroit était calme et vide. C'était plutôt petit, avec une seule pièce, et un couloir derrière le comptoir couvert de rideaux, ce qui me laissait penser que c'était interdit pour les clients. Il n'y avait personne derrière le comptoir, mais une pancarte annonçait « Partie déjeuner à l'encre » à côté d'une petite sonnette de service. « Bonjour !» j'ai appelé, pensant qu'un employé se trouvait dans une salle de repos quelque part et voulant signaler ma présence. Peut-être que je pourrais obtenir des indications pour rentrer chez moi. Personne n'a répondu. Le vide et les ombres dans les coins sombres avalaient ma voix. Cela donnait une impression de solitude plutôt que de peur. Une tristesse pour les pauvres propriétaires qui ne devaient pas faire beaucoup de profit avec leur petite boutique. C'est du moins ce que je pensais en voyant à quel point tout semblait vieillot et légèrement sale. J'ai jeté un coup d'œil à la seule fenêtre de la boutique, à gauche de la porte, et je vis qu'il pleuvait toujours à verse. Je ne voulais pas retourner dehors, la boutique était paisible comparée à la météo. Alors j'ai décidé d'attendre que la pluie se calme. En attendant, j'ai parcouru leur sélection de jouets. Les poupées, avec leurs yeux en verre et leurs jolis visages peints, fixaient le vide. Certaines portaient de belles robes de l'époque victorienne, mais je me souviens que ma préférée était une poupée clown. Je sais que cela peut sembler fou, mais à l'époque, ça ne faisait pas peur. C'était une poupée articulée représentant une petite fille déguisée en clown, avec une tête de la taille d'un ballon de basket et qui m'arrivait juste au-dessus du genou. Elle avait des cheveux orange bouclés en couette et un visage triste mais magnifique, peint avec du maquillage de clown. Elle portait une combinaison avec 3 boutons, le premier en forme d'étoile, le deuxième en forme de cœur et le dernier d'une forme circulaire normale. Son costume était jaune, avec des rayures rouges fines et les boutons étaient bleus. Ses grands yeux en verre avaient l'air mouillés et sa petite bouche rose était peinte en une moue triste.
Je la trouvais mignonne et j'aurais aimé avoir de quoi l'acheter. Le temps passait et je commençais à me sentir de plus en plus mal à l'aise d'être là, car l'employé n'était toujours pas revenu de sa pause déjeuner, ce qui me faisait me demander si la boutique était vraiment censée être ouverte. Mais si elle était fermée, elle aurait été verrouillée, non ? J'avais désespérément envie de m'asseoir. J'étais trempé et fatigué, alors je suis allé dans un coin près de l'entrée où une poupée ressemblant à une reine médiévale, avec une longue robe, était assise. J'ai enlevé la poupée avec précaution et je l'ai posée contre le mur, sous la fenêtre, avant de m'asseoir dans la chaise à bascule où elle se trouvait. J'avais un peu peur que l'employé revienne et me trouve là, alors je m'étais préparé un mensonge dans ma tête. Si jamais il revenait, je dirais que j'avais trouvé la poupée ainsi. Mais aucun employé n'est venu, et j'étais de plus en plus nerveuse. Ma mère me cherchait-elle ? Combien de temps allait-il encore pleuvoir ? Est-ce que j'allais trouver le chemin de la maison si ma mère ne me cherchait pas ? Est-ce que j'allais avoir de gros ennuis pour avoir choisi de marcher plutôt que d'attendre le prochain bus ? Mais d'abord, j'avais besoin d'aller aux toilettes. Je me suis levé de la chaise à bascule, laissant mon sac à dos au sol. C'est alors que je l'ai entendu. Un bruit de petits pas, comme si quelque chose bougeait dans l'allée la plus éloignée. En état de choc, je me suis reculé et j'ai accidentellement marché sur la poupée que j'avais déplacée. Je suis tombé dessus et elle s'est cassée. Une fissure traversant son visage pourtant parfait. Oh non ! J'ai haleté et je me suis agenouillé pour l'inspecter. J'étais absolument horrifié. La poupée semblait chère et il était hors de question que ma mère puisse payer pour ça. Réfléchissant rapidement, je l'ai ramassée et cachée derrière une grande maison de poupées dans un coin. Puis, j'ai décidé de voir d'où venait le bruit que j'avais entendu plus tôt. Je me suis avancé prudemment dans l'allée, ne voyant que d'autres étagères remplies de poupées exposées. Rien. Un chat orange a bondi d'une étagère du bas et s'est faufilé entre mes pieds avant de courir dans une autre allée, renversant des jouets au passage. J'ai crié de surprise avant de me calmer en chassant le chat du regard. C'était un chat tigré roux, aux yeux verts brillants, qui s'était maintenant confortablement installé sur le comptoir, sa queue se balançant de manière irritée alors qu'il me fixait. Son collier indiquait « Oh oui » et j'ai supposé qu'il appartenait au propriétaire. C'était donc le chat qui avait causé ce bruit, bien que j'aurais juré que les pas que j'avais entendus ressemblaient davantage au cliquetis de petits talons. Rassuré par cette découverte, je me suis dirigé vers le couloir derrière le comptoir pour trouver les toilettes. C'était la première porte à gauche, et au bout du couloir, il y avait une sortie, avec 2 autres portes. Je suis entré dans les toilettes, qui ne comportaient qu'une seule cabine, comme prévu. J'ai fait ce que j'avais à faire, et me suis lavé les mains avant d'être brusquement surprise par un grand coup de tonnerre venant de l'extérieur. Je m'étais même pas rendu compte qu'il tonnait déjà, et dire que mon cœur battait la chamade était un euphémisme. C'est là que les choses sont devenues étranges. L'unique lumière du plafond a vacillé au moment où le tonnerre a éclaté, et j'ai ressenti un frisson glacial parcourir mon dos, me donnant la chair de poule. Tout semblait bizarre, et mon estomac s'est tordu. Je me suis dépêché de sortir des toilettes pour retourner dans le magasin, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point l'endroit était devenu sombre. Il n'y avait plus de lumière naturelle qui entrait, car la fenêtre et la porte avaient disparu, remplacées par un mur jaune recouvert de papier peint à fleurs démodées. La deuxième chose que j'avais remarquée, c'était cette sensation d'être observé, comme si tous les jouets de cette pièce étaient vivants et conscients de ma présence. Lorsque mes yeux se sont posés à nouveau sur la poupée de clown, je jurerais que ses yeux avaient changé de direction depuis que j'étais allé aux toilettes. Avant, elle regardait droit devant elle, debout devant une vitrine en bois, et maintenant, sa tête était légèrement inclinée sur le côté, ses yeux fixés sur moi. Je suis resté immobile pendant quelques secondes, essayant de comprendre ce qu'il se passait. En l'espace de 5 ou 6 minutes dans les toilettes, la porte et la fenêtre avaient disparu comme si elles n'avaient jamais existé. Je me suis approché du mur où la porte aurait dû se trouver et j'ai glissé mes mains sur la surface, pensant que quelqu'un me jouait un tour en mettant du papier peint par-dessus. Mais non, c'était un mur solide. Je l'ai frappé du poing et il a répondu par un bruit sourd. Je tentais de maîtriser ma respiration tout en me retournant pour faire face à la pièce. Avant que je puisse faire un autre mouvement, je me suis figé comme un cerf pris dans les phares d'une voiture. Quelque chose avait changé. Quelque chose était différent dans la pièce maintenant. Je pouvais le sentir dans mes os, mais c'était tellement encombré de jouets que je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus immédiatement. Puis, j'ai compris. Au moins 3 jouets avaient disparu. 1, la poupée clown. 2, une autre poupée que je n'avais pas mentionnée auparavant, qui ressemblait à un petit garçon portant une grenouillère en forme de lion, avec des moustaches dessinées sur ses joues potelées et une capuche en forme de crinière encadrant sa tête. 3, un bébé armontoir à 4 pattes,
visiblement capable de ramper si on tournait la petite manivelle dans son dos. C'étaient quelques-uns des jouets que j'avais admirés assez longtemps lorsque je suis entré la première fois, avant de me fatiguer et de m'asseoir. À leur place, il y avait maintenant des cercles de bois propres sur un sol couvert de poussière. À ce moment-là, j'étais terrifié et je désirais ardemment qu'un adulte apparaisse. Oh oui, le chat me regardait toujours depuis le comptoir, mais sa présence n'était pas réconfortante. J'avais l'étrange impression qu'il savait ce qui allait m'arriver. Toujours persuadé qu'un employé était en pause déjeuner quelque part, je me suis précipité dans le couloir pour vérifier les autres pièces. Mais en voyant le panneau de sortie au bout du couloir, j'ai changé de plan et couru directement vers cette porte, oubliant qu'il y avait une autre issue. Je suis passé par la sortie, mais au lieu de trouver l'air frais et la pluie, je me suis retrouvé dans une réplique exacte du magasin, avec les mêmes jouets manquants et tout le reste à sa place. Je me suis retourné pour repasser par la porte, mais elle avait disparu, remplacée à nouveau par ce mur tapissé. C'était comme si j'avais été téléporté là où j'étais. Cette fois, lorsque je suis retourné dans le couloir, j'ai continué mon plan initial de vérifier les autres pièces. Celle de droite était un placard à balai rempli de produits de nettoyage, et une grosse araignée y avait tissé sa toile. Je me suis dirigé vers la dernière porte, l'ai ouverte, et j'ai demandé désespérément « Y a-t-il quelqu'un ici ?» Oui, il y avait quelqu'un. La pièce était en fait un petit bureau, avec un homme affalé sur une chaise branlante, penché sur son bureau rempli de papier. Mais cet homme n'était pas vivant. C'était un cadavre desséché, presque momifié, portant une chemise boutonnée et un pantalon. Il ne restait quelques cheveux fins sur son crâne grisâtre, et son corps semblait émacié par la décomposition. Il ne sentait rien d'autre que la poussière et les boules à mythes. Il n'y avait aucune odeur de pourriture dans l'air. En voyant ses orbites creuses et sa bouche légèrement entrouverte, j'ai pris une grande inspiration et j'ai reculé d'un pas. Était-il mort là, penché en arrière comme s'il regardait le plafond avec un bras étendu sur le bureau ? Comment était-il mort sans que personne ne s'en rende compte ? Depuis combien de temps était-il mort ? Comment son chat avait survécu si longtemps ? Ce lieu était-il hanté à cause de lui ? Et c'est pour cela que ses jouets avaient disparu ? Toutes ces questions tournaient dans ma tête, mais avant tout cela, je me demandais si j'allais rester là pour toujours. Un petit rire brisa le silence, et je tournai la tête pour voir les poupées qui avaient disparu auparavant, toutes me fixant du coin du couloir avec leurs petits visages pâles. Leurs grands yeux réalistes me regardaient sans ciller, et je sentais une vague d'horreur pure traverser mes veines. Je hurlai et courus vers la sortie à nouveau, mais la même chose se produisit, sauf que cette fois, ce n'était plus une réplique exacte de la pièce. Les choses avaient changé. Certes, c'est toujours la même boutique, mais désormais, les poupées paraissaient vieilles de plusieurs décennies, couvertes de toiles d'araignée, de poussière, de saleté et fendillées de toutes parts. Certaines étaient suspendues au plafond par des nœuds coulants, tandis que d'autres avaient des couteaux plantés dans leurs orbites vides. Je respirais difficilement, envahi par la terreur, me demandant quelle force était à l'œuvre ici. Le chat, oh oui, était toujours assis patiemment sur le comptoir, me fixant de son regard indifférent, tout à fait impassible face à la folie qui se déroulait autour de nous. De l'autre côté des rideaux qui couvraient l'entrée du couloir, je pouvais apercevoir 2 chaussures de clown rouges dépassant sous le tissu. La poupée clown se tenait là. J'ai rassemblé assez de courage pour passer à toute vitesse, espérant la renverser, mais c'était un piège. La poupée avait enlevé ses chaussures et les avait placées là pour me tromper. Juste après que j'ai trébuché dessus, j'ai entendu un autre rire espiègle et levé les yeux pour voir la poupée me regarder en coin depuis l'encadrement de la porte du bureau. En larmes à présent, je me suis précipité vers la sortie, priant pour qu'elle me mène enfin dehors, mais encore une fois, ça ne s'est pas passé comme ça. Cette fois, les étagères étaient toutes renversées et les choses étaient dans un état de désordre encore pire qu'avant, comme si une tornade avait traversé la pièce. Mais ce qui m'a terrifié le plus, c'était que les poupées, celles déguisées en clown, en bébé lion et le poupon rampant, étaient maintenant alignées au centre de la pièce, me fixant. Devant elle se trouvait la poupée de la reine médiévale, celle que j'avais cassée. Son visage fissuré, ses yeux bruns perçants, me regardaient d'un air accusateur. « Je suis désolé, je ne voulais pas la casser. » Oh oui, le chat siffla, et le son me fit sursauter si fort que je me mis à courir, contournant les poupées et me dirigeant vers le couloir. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule et vis que leur tête avait tourné à 180 degrés pour me regarder fuir. En tournant la tête vers l'avant, je poussai un cri d'horreur. Le cadavre que j'avais vu plus tôt était maintenant au centre du couloir, toujours assis sur sa chaise, son bras pendant rigidement.
Un autre rire aigu et enfantin retentit derrière moi. Je me retournai et vis que les poupées s'étaient figées dès que mon regard s'était posé sur elles, en pleine tentative de se glisser sous les rideaux pour me suivre. Le bébé, sans yeux, était figé en position rampante. Le lion avait un pied levé dans les airs et la poupée clown s'accrochait au mur droit comme une araignée. Je me tournai à nouveau vers le cadavre lorsque j'entendis le bruit d'une chaise grincer contre le sol. Mon cœur se figea dans une peur glaciale lorsque ce que j'étais si sûr d'être un cadavre était maintenant debout, rigide, juste devant moi. Sa main se tendit, paume vers le haut. Sa voix faible et râpeuse siffla hors de sa bouche figée comme celle d'une marionnette ventriloque. Je le bousculai, hurlant et fuyant à nouveau par la porte de sortie, seulement pour me retrouver dans la même pièce, dans un état encore plus chaotique. Les murs s'effondraient, remplis de fissures et de trous, et à travers chaque ouverture, un chœur infernal de gémissements et de pleurs tourmentés s'échappait, comme les cris torturés des damnés. Le sol était jonché de trous, plus profonds qu'il n'aurait dû l'être, et des têtes de poupées décapitées et des yeux arrachés roulés sur le sol, poussés par un vent invisible. Les poupées d'avant étaient les seuls jouets encore intacts, figés en pleine poursuite comme dans une partie de chat perché, des couteaux pris je ne sais où, serrés dans leurs mains de porcelaine, leurs yeux affamés, rivés sur moi. La reine, celle que j'avais brisée, regardait à travers le rideau à l'entrée du couloir, observant depuis le petit espace. À chaque fois que je détournais les yeux, elle se rapprochait de quelques centimètres. Oh oui, le chat miaulait maintenant à mon attention, comme si j'étais une menace. Son dos était arqué, ses poils hérissés. Je paniquais totalement, mais je me forçais à bouger en faisant la seule chose qui me vint à l'esprit. Je saisis mon sac à dos dans le coin, à côté de la chaise à bascule. Quand je regardais à nouveau, entendant des bruits de glissement, les poupées s'étaient encore rapprochées. Le visage triste et pitoyable de la poupée clown n'en rendait son intention meurtrière que plus effrayante. Je tentais de garder les yeux sur elle, tout en fouillant dans mon sac à dos, mais il y avait tellement de choses entassées dedans, totalement désorganisées, que je devins impatiente et devais regarder. Finalement, j'ai trouvé mon portefeuille, mais lorsque je levai les yeux, le visage triste de la poupée clown se trouvait à quelques centimètres de moi, son couteau levé vers ma tête. Je tentais de toutes les renverser en passant à côté d'elles, mais elles étaient aussi lourdes que de vrais enfants, et leur corps ne semblait plus être fait de porcelaine fragile, mais de chair et d'os. Je jetai mon argent de déjeuner, la seule chose que ma mère pouvait encore m'offrir, sur le comptoir. « Voici votre argent ! Je ne sais pas si c'est suffisant, mais c'est tout ce que j'ai !» Puis j'ai couru à travers le couloir, évitant de toucher la poupée reine pour ne pas la casser davantage, et je me précipitai à nouveau par la porte de sortie. Je me suis retrouvé dans le couloir, devant la même porte par laquelle je venais d'entrer. Mais cette fois, l'atmosphère oppressante avait disparu. Je courus dans le couloir, mon sac à dos battant contre mon dos, sans oser jeter un œil à la porte du bureau, et j'entrai dans la pièce principale, remplie d'une lumière grise et terne, provenant d'un ciel d'après-midi couvert. Je regardais à ma droite, vers le comptoir. Le chat était toujours là, léchant sa patte calmement, complètement indifférent à ma présence, et à côté de lui se trouvait une feuille de papier qui n'était pas là avant. Je la pris curieusement et réalisai que c'était un reçu. La poupée que j'avais cassée coûtait en réalité moins cher que je ne l'avais pensé, l'équivalent d'une semaine d'argent de poche pour le déjeuner. Je pris le reçu avec moi et sortis par la porte d'entrée sous la pluie battante, utilisant mon sac à dos, lourd de toutes mes affaires, comme protection pour ma tête. Je me retournai une seule fois en m'éloignant et j'aperçus la poupée clown me regardant à travers la vitrine, son nez et ses mains pressés contre le verre. Je suis retourné à l'arrêt de bus et j'ai attendu. Une fois dans le bus, j'ai retiré mon sac à dos et j'ai réalisé enfin qu'il semblait beaucoup plus lourd que d'habitude. Je me suis assise à l'arrière du bus et l'ai ouvert pour découvrir la poupée médiévale cassée, celle de la reine, qui avait été fourrée dedans. Elle paraissait inerte, mais malgré cela, je l'ai laissée sur le siège avant de descendre à l'arrêt de ma rue. Le cauchemar était terminé, et heureusement, la poupée ne m'a pas suivi, comme dans les films. Et non, ma mère ne s'est pas rendue compte que j'avais été absente si longtemps. Elle dormait toujours profondément sur le canapé, entourée de canettes de bière et de cigarettes, lorsque j'ai utilisé la clé cachée dans le pot de fleurs pour entrer. Je n'ai jamais raconté à qui que ce soit ce qui s'était passé jusqu'à aujourd'hui. Il m'aurait traité de menteuse et je voulais pas avoir de problème. Je ne sais toujours pas qui était ce cadavre, ni pourquoi tout cela s'est produit, mais un jour, ma mère m'a emmené avec elle pour faire des courses. Nous avons emprunté cette rue où se trouvait la boutique de poupées. Je pourrais reconnaître cette rue délabrée n'importe où maintenant,
alors j'ai observé par la fenêtre, voulant voir si je pouvais apercevoir un signe d'activité. La boutique de poupées n'était tout simplement plus là. À sa place, se trouvait une grande allée sombre et vide entre les deux bâtiments voisins. Ma mère n'aurait jamais eu les moyens de m'acheter quoi que ce soit de toute façon, mais je n'ai plus beaucoup aimé les poupées après cela. J'y crois pas! La baraque! Comment ça se fait que personne n'y soit jamais allé? Ah, je sais pas, mec. Peut-être l'emplacement. Il est vrai que ce manoir abandonné se trouvait en pleine ville, seulement séparé de la rue par son jardin en friche et sa haie sauvage. Valérien et Félix, élèves au lycée voisin, passaient régulièrement devant le terrain en prenant le bus. Ils se demandaient depuis un moment ce qu'il pouvait y avoir derrière les ronces et les hauts tuyas. En notant l'adresse, ils avaient fait du repérage et des recherches sur le net après les cours, un soir où ils étaient censés réviser ensemble. Leur curiosité avait grimpé en flèche quand ils avaient aperçu une construction que la parcelle rectangulaire cachait, invisible derrière les murs de végétation. La vue satellite leur avait révélé une bâtisse, en mauvais état au vu du jour dans la toiture, mais presque aussi grande que 2 maisons du voisinage. Ils avaient visé juste. Passionnés par le cinéma d'angoisse, les 2 amis cherchaient au quotidien un frisson similaire. Leur goût pour les lieux abandonnés et les images fascinantes qu'ils pouvaient en tirer leur offraient un peu de ce voyeurisme morbide. Les vieilles maisons vides, chargées d'histoire et d'humidité, les hôpitaux désaffectés où subsistaient des dossiers moisis illisibles et des lits couverts de rouille et de souvenirs. Tous ces endroits attirants, dégoûtants et tristes alimentaient leur imagination avide et fertile. Participer à l'œuvre collective des explorateurs urbains était devenu bien plus important que de suivre leur programme de première. S'ils ne parlaient à personne de leurs escapades, les 2 garçons s'étaient renseignés grâce à l'anonymat du net sur les précautions à prendre. Et ils se sentaient déjà vétérans de l'aventure en milieu décrépit pour avoir visité une vieille usine de plâtre et une habitation calcinée dans le village voisin. Ravi de leur trouvaille, Félix avait senti ternir son enthousiasme. Impossible qu'un bâtiment aussi voyant pour des yeux exercés comme les leurs n'ait pas déjà été pris d'assaut par d'autres aventuriers plus chevronnés qu'eux. Restait donc à trouver, sur la vaste toile, le travail de leurs prédécesseurs, pour déterminer ce qu'ils pourraient proposer d'inédit. Comme leur père mentionnait rarement les adresses pour éviter des pillages ou des accidents, et peut-être parce que leur activité était clairement illégale, il valait mieux effacer ces traces et déconseiller de faire pareil. Ils cherchèrent sur leur site préféré et les groupes de partage d'images en indiquant leur département et leur ville. Après diverses fausses pistes, ils trouvèrent une photo unique de la façade, prise à distance et qui semblait déjà datée par son grain marqué. Étrangement, aucune image de l'intérieur. Le doigt sur l'écran de son copain, Valérien lui pointa quelques détails historiques qui lurent tout haut. Le propriétaire du manoir s'y était suicidé en se défenestrant en 1938. Cette fin sordide et l'absence d'héritier avaient conduit le domaine à la ruine qu'il était aujourd'hui. Les 2 garçons avaient gloussé d'excitation, se voyant déjà fouiller un site presque intact. Pour des photos réussies, Valérien et Félix s'étaient rendus sur place à l'aube, un dimanche matin. Il n'y avait personne dans la rue. Les amis avaient bien fait attention à ce qu'on ne les voie pas longer la haie à la recherche d'un passage. Après de longues minutes fébriles, où ils se maudirent mutuellement en silence de ne pas avoir fait de meilleurs repérages, ils trouvèrent un endroit où la haie était plus claire. Et juste derrière, le muret, surmonté d'une grille, avait été descellé d'assez de briques pour qu'on puisse y passer à 4 pattes. Enfin, après les quelques mètres d'une herbe couverte de rosée et de ronciers, ils l'avaient sous les yeux. Et, en vrai, c'était quelque chose. Le manoir datait sûrement de la fin du 19e ou du début du 20e siècle.
comme semblait l'attester sa façade en pierre de taille et briques artistiquement mêlées. Une élégante avancée en balcon au premier étage chapeautait seuil et porte d'entrée, rappelant le plus pur style Art Nouveau. Félix avait du mal à situer précisément la demeure dans le temps, tant elle semblait tout droit sortie d'un film fantastique, où un architecte fou aurait voulu mêler ses styles favoris en dépit du bon goût et d'un respect chronologique. Maintenant qu'il l'avait devant les yeux, il se souvenait avoir lu sur le net que le propriétaire avait été lui-même maître d'ouvrage sur le chantier. Mais cela faisait peut-être juste partie de la légende du lieu. Si le manoir nécessitait un bon coup de peinture et une nouvelle couverture de toit sans trou, ou même un supplément mousse et aussi qu'on dompte un petit peu le lierre et la glycine, il était tout de même assez bien préservé. Des volets en bois à la décoration écaillée fermaient les fenêtres du rez-de-chaussée, mais les étages en étaient dépourvus, arborant encore des vitres intactes. La lumière matinale filtrant au travers empêchait d'en voir la poussière et donnait presque l'impression d'un lieu habité. C'était vraiment un spot excellent, et les deux amis échangèrent un regard excité et ravi en s'avançant résolument vers l'entrée. Valérien remarqua que le jardin subissait sa proximité avec la rue, en dépit de sa haie trop haute pour qu'il soit vu à s'y promener. Divers déchets gisaient çà et là, entre canettes de bière bon marché et emballages de biscuits industriels, plaques de polystyrène et même des bandes magnétiques sans support, qui formaient comme un fil d'Ariane entre les touffes d'herbe de la parcelle. Gonflée par le temps et l'humidité, la porte ne leur opposa qu'une faible résistance et s'ouvrit dans un bruit de raclement sépultural. Les lycéens frissonnèrent de concert avant de rire tout bas. L'entrée spacieuse donnait sur un long couloir partant à gauche comme à droite et s'ouvrant en face sur un vaste salon. Ils s'avancèrent dans cette pièce qu'une grande baie, certainement vitrée jadis, inondait de lumière de l'autre côté, donnant sur un autre bout de jardin. Cette partie semblait avoir souffert plus franchement que la façade. L'humidité grignotait les murs en des moisissures noires qui remplaçaient la tapisserie en lambeaux. Le parquet de bois en point de Hongrie avait pâli sous le soleil et gondolé sous la pluie. Il y avait de belles images à prendre. Les amis commencèrent à sortir leur matériel. Félix vérifiait qu'il avait bien pris sa carte SD toute neuve pour sa caméra de poing quand Valérien le héla. Mec, je crois qu'on va devoir se contenter du bas. Regarde ça. Il désignait l'escalier que son copain n'avait pas encore vu. Effectivement, il valait peut-être mieux éviter d'y monter. Le bois déformé par les intempéries était en très mauvais état, comme si chaque marche avait été délibérément défoncée à la masse. Ils n'étaient sûrement pas les premiers à venir ici depuis la désaffection du lieu. Des casseurs les auraient précédés. Félix soupira avec déception et leva les yeux vers un palier visible derrière une rambarde intacte. C'est trop dommage. Mais ouais, on va pas tenter le diable. Si on trouve une échelle ou un truc du genre, on pourra peut-être l'appuyer là-haut. Mais ça reste casse-gueule. Tandis qu'ils partaient voir la nouvelle partie du jardin qui s'offrait à eux, Félix fixa sa caméra sur sa perche pour pouvoir faire des photos en hauteur et tenter un panoramique vidéo. Observant autour de lui les meilleurs angles à prendre pour ces images, il remarqua, sur un guéridon, près de la grande fenêtre, un petit cahier. Celui-ci semblait avoir mieux combattu les ravages du temps en comparaison à ce qui l'entourait. La chose lui parut assez saugrenue pour qu'il s'approche et soulève la couverture. Pensée d'Anicette d'Orphée, 5 mars 1938. Quitte à utiliser ce carnet offert par ma vieille tante Médée, paix à son âme, je me dois de coucher ici les détails de ma nouvelle et merveilleuse acquisition. Ils sont pas trop incongrus pour que je les laisse se perdre. Comme chaque jour, je passais devant la boutique de cet antiquaire en jetant un œil curieux sur sa vitrine toujours différente. J'avais envie de belles pièces pour achever ma décoration, mais rien ne m'avait convaincu jusqu'ici de franchir le seuil de l'échoppe. Et aujourd'hui, elle était là. Ne la voir qu'au travers d'une vitre me fut presque insupportable, et j'entrai vivement sans m'annoncer ni saluer l'antiquaire, avec une impolitesse qui m'est habituellement étrangère. Elle était si belle que c'en était presque douloureux. De toute évidence en marbre, cette statue est celle d'une femme, à la pose alanguie, plutôt classique, reposant nue sur le côté gauche, appuyée sur son coude pour relever son buste et adresser un regard droit et fier à qui l'admire. Cette représentation est unique. Je n'avais jamais vu pareille beauté. Le détail de chaque pli de peau, de muscles, des os, semble avoir été pris sur le vif, moulé sur modèle vivant.
La contempler revient presque à voir une vraie jeune femme peinte de blanc, tant le grain même de l'épiderme semble avoir été pensé par le sculpteur. Souci du détail, il a subtilement utilisé les marbrures de la pierre pour représenter les veines principales. Mais ce qui m'a le plus surpris, au-delà de la technique, c'est le sujet en lui-même. Vraiment mince, voire maigre, ma statue suscite une gêne immédiate, en même temps qu'un élan de compassion, qui s'évanouit rapidement quand on croise son regard. Son visage est l'apothéose de cette œuvre, si fin qu'on le croirait en vie. Une expression farouche, de défiance sourde, anime ses traits altiers. Ses iris et ses pupilles ont été gravés avec une précision redoutable, et elle a même de longs cils sculptés sur le pli de ses paupières. Quelle beauté, quelle tristesse. Je me demande ce qu'a voulu exprimer l'artiste. Une image de la vie qui, en dépit des épreuves, continue d'affronter l'existence ? Difficile à dire, car quand je regardais le socle, je ne trouvais aucune signature, aucune plaque qui m'en dirait plus. Dans le style, je la pense réalisée par un héritier de sculpteur baroque, mais seule la pierre et les détails de sa coiffure au style antique peuvent m'aiguiller en ce sens. C'est à ce moment-là que choisit l'antiquaire pour se manifester par un raclement de gorge. Je ne m'étonnais pas de ne pas avoir remarqué plus tôt la pauvre femme, pas aller chétive. Je cachais mon sursaut de surprise en me retournant avec élégance et la saluais bien bas, abordant rapidement le sujet de ma visite. Sauriez-vous me dire qui est le sculpteur ? Aucune idée malheureusement. Elle m'est arrivée il y a 2 jours d'un héritage. La famille ne souhaitait pas la garder et n'avait pas d'informations dessus. Quel dommage. Je me mordis la lèvre. Montrer mon intérêt n'était pas forcément une bonne stratégie. Je peux en tout cas vous dire que la pierre est étonnamment abrasive, mais à part ça... Je note ici cette étonnante information, mais je ne l'ai pas comprise, et me suis bien gardé de le lui dire. Combien en demandez-vous ? Et voilà mon antiquaire qui partit dans des annonces de prix complètement folles, m'en demandant le triple de ce que j'estimais. Je mis en avant mes connaissances sur le sujet, tentant de me faire passer pour spécialiste, et descendis à vil prix. Ma surprise fut totale lorsqu'elle convint d'un montant à peine plus élevé. Curieux et bien rapide pour une commerçante qui estimait si cher son article au départ. Quoi qu'il en soit, j'ai pu régler l'affaire et demander livraison de mon nouveau bien dans la journée. Je suis persuadé d'avoir roulé cette femme, ce qui me rend honteux, mais aussi délicieusement satisfait. Fel, viens voir ça. Le lycéen sursauta, surpris d'entendre son ami l'appeler, mais aussi de s'être laissé happer par le journal. Était-ce cet homme, le propriétaire des lieux ? Ce qu'il avait pu lire le laissait supposer. Félix avait toujours été extrêmement curieux, peut-être trop. Il se demandait, son imagination morbide tournant à plein régime, s'il trouverait dans le cahier des détails sur les raisons du suicide de cet homme. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'avait pas envie de laisser sa lecture de côté, mais Valérien répéta son appel, impatient. Tout de même intrigué par ce qu'il avait pu trouver, il délaissa le cahier à regret et rejoignit son copain au jardin arrière. Il trouva rapidement le jeune homme derrière quelques ronciers envahissants et un parterre d'orties, au pied d'une grande statue. Regarde ça. C'était la statue d'une femme nue, très belle. Le temps l'avait patinée d'une fine couche de mousse, qui relevait les détails de son anatomie sans l'altérer, si ce n'était un petit bout de tête manquant, lui supprimant une partie du front. Félix pensa immédiatement à la statue d'Orphée. Mais celle-ci n'avait rien à voir avec la description que donnait le cahier. Elle se tenait debout et devait faire entre 2 mètres et 2 mètres 50. Ses formes étaient voluptueuses, tout en rondeur. Ses lèvres charnues formaient un petit sourire, qui contrastait étonnamment avec ses sourcils froncés. Néanmoins, si la sculpture était très différente de celle décrite par l'auteur du journal, Félix leur trouvait des similitudes dans le souci du détail. Valérien ricana. Elle est trop bonne. Je veux bien d'une copine comme ça. Une meuf de 2 mètres et quelques ? T'es sûr ? Les 2 copains rigolèrent, mais se turent bien vite. Elle était belle, cette statue, mais elle donnait la chair de poule. En gros, c'est un parfait sujet photo. Valérien commença à la mitrailler sous tous les angles en gloussant, faisant exprès de prendre des cadrages flattant les formes rebondies de la dame de pierre. Félix se demandait ce qu'il était advenu de l'autre statue, celle décrite par le journal. Pendant que son copain continuait sa séance, il se mit en quête de l'autre dans le reste du jardin, mais n'en trouva pas la trace, pas même un socle.
bizarre. Après avoir fait le tour, il revint, perplexe, au journal abandonné sur le guéridon. 7 mars 1938. Léon est venu voir ma statue. Je crois qu'il l'a trouvée très jolie. Mais plutôt que de se réjouir pour moi, il m'a fait des remarques répétées sur mon état de santé, comme quoi j'avais l'air fatigué et pâle. Il est vrai que je passe beaucoup de temps sur les derniers travaux à l'étage, et que je dors peu en ce moment. Mais il était inutile de tant s'alarmer. Je devrais sortir, m'aérer la tête, m'occuper de moi plutôt que de cette maison et de ma statue, selon lui. Il m'a plutôt agacé, même si sa sollicitude m'a touché après coup. J'espère qu'il ne m'en tiendra pas longtemps rigueur. Je sais que je m'emporte vite et que mes mots dépassent parfois ma pensée. J'ai installé ma belle dame au salon, au plus près de mon bureau et de ma grande verrière, pour pouvoir la contempler sous la plus caressante des lumières. J'ai l'impression qu'elle aussi est satisfaite de la place que je lui ai trouvée. Je trouve son expression changée. Un sourire plus heureux ourle ses traits. Je crois que j'ai fini par comprendre ce que voulait dire l'antiquaire en parlant d'abrasion. J'ai remarqué une petite plaie, rien qu'un point d'aiguille sanguinolent, sur le bout d'un de mes doigts, après l'avoir manipulé pour la placer correctement. Les livreurs qui m'ont aidé portaient des gants. J'aurais peut-être dû faire de même. Sa pierre doit être assez coupante si on n'y prend pas garde. Mais avec les bons gestes, souligner ces courbes merveilleuses au plus près ne devrait pas laisser de traces. 21 mars 1938. Je suis dévasté. Léon ne veut plus me voir. Il y a 2 jours, nous nous étions retrouvés en ville pour une sortie, mais des vertiges m'ont contraint à m'arrêter à la terrasse d'un café. Il m'a fait de nouveau part de son inquiétude à mon sujet pendant que nous consommions, et a insisté pour me raccompagner chez moi et écourter notre après-midi. Moi qui avais pris le temps de me libérer de mes obligations pour lui, j'en étais furieux. J'ai laissé éclater ma colère, une fois à la maison. Le ton est vite monté, bien malgré moi, et j'ai clairement vu sa compassion se muer en déception. Je suis monté m'isoler un moment, avant de dire à nouveau des choses regrettables qui nous auraient encore éloignés. Je suis si fatigué. Ce n'est pas après lui que j'en ai. Ce n'est pas sa faute si le sommeil me fuit depuis des jours. J'ai l'impression d'être hanté par mes soucis. J'ai pensé qu'il viendrait me retrouver après que nos esprits se seraient calmés, mais il n'est pas monté. J'ai soudain entendu un grand bruit, comme un poids lourd tombé au sol, suivi d'un long raclement. Le temps de sortir de ma chambre, le salon était vide. Léon était parti. Je n'allais pas lui courir après, aussi ai-je attendu d'être sûr qu'il soit rentré pour l'appeler. Mais pas de réponse. J'ai réessayé plusieurs fois depuis, au risque d'user la patience de la demoiselle du téléphone. Et toujours rien. Fait-il exprès de m'ignorer pour me faire réfléchir ? C'est comme s'il avait coupé sa ligne. Félix leva le nez de sa lecture pour jeter un œil aux alentours. La demeure était assez grande, mais il n'y avait vraisemblablement qu'un seul salon. Si la statue s'y trouvait, d'Orphée s'en était-il débarrassé ? Ou, finalement, avait-elle été volée après sa mort ? Par les mêmes personnes qui avaient vandalisé verrière et escalier, peut-être ? Le jeune homme tendit le cou pour apercevoir la sculpture derrière les ronces. Valérien avait dû trouver autre chose à photographier, car il n'était plus visible. Félix remarqua que le soleil progressait dans son ascension. Il était temps qu'il finisse sa lecture. Il n'avait quand même pas que ça à faire. 26 mars 1938. C'est terrible. J'ose à peine l'écrire. Léon est mort. Je ne peux m'empêcher de penser que c'est ma faute, bien que la police m'ait innocenté. Comment est-ce arrivé ? Comment n'ai-je pas pu voir qu'il s'était passé quelque chose ? Ma peine consécutive à notre dispute et le manque de sommeil m'ont fait contracter une fièvre qui m'a forcé à garder le lit, d'où je passais mes appels désespérés à mon ami absent. Le médecin venu m'examiner m'a fait des commentaires élogieux sur ma statue, ce qui m'a un peu réconforté. Il faut dire que tout va de mal en pis dans ma vie depuis que je l'ai acquise, moi qui m'en faisais une joie. Quand j'ai pu me lever et descendre prendre l'air au jardin, j'ai senti, parmi le parfum des fleurs printanières, une odeur douceâtre, gênante. J'ai tout de suite su de quoi il était question, mais j'ai pensé à un chat ou à un renard égaré. La piste olfactive m'a mené au pire des spectacles. Dans le jardin arrière, après le mûrier, gisait le corps de mon ami. Je ne le reconnus qu'à ses vêtements, ceux-là même qu'il portait le 19 lors de notre dispute. En effet, sa peau devenue grise était si près de ses os qu'il en était méconnaissable. C'est comme s'il ne restait plus que l'enveloppe d'un homme, que toute chair, tout organe, tout sang l'avait quitté.
Aucune plaie visible. Quelques mouches et petites vermines avaient bien commencé leur travail, mais c'est comme s'ils s'étaient écroulés là, vidés comme une pièce de taxidermie. Du fait de l'incongruité de sa mort, je n'ai pas été poursuivi par les autorités, bien que Léon ait été retrouvé chez moi. Je crois que ma sincérité, ma peine et mon épuisement les ont convaincus en place de longs discours. J'ai tenté de leur dire tout ce que je savais, mais leur enquête piétine. Les policiers partis, mes pas m'ont conduit devant ma belle dame. J'avais écrit la trouver maigre, je me demande ce qui m'a donné cette impression. Elle a tout des grâces du siècle dernier, me souriant avec la même bienveillance. Pourtant, quelque chose me gêne dans son air rempli d'amour. Je repense invariablement à nos disputes chaque fois que je la vois. Elle est si belle pourtant. Je pense qu'elle serait mieux au jardin. 29 mars 1938. Un violent combat de chat nocturne m'a réveillé. J'en entends souvent en cette saison, mais celui-ci m'a semblé particulièrement âpre, si j'en juge par le long cri et feulement. Je vais aller voir. Mon Dieu, à peine levé, j'ai entendu ma verrière exploser. Quelqu'un tente de s'introduire chez moi. Je prends le temps d'écrire ces mots, au cas où il m'arriverait quelque chose. Il y a du bruit, comme si on tapait régulièrement une surface. Est-on en train de défoncer mes meubles ? Je vais essayer de faire fuir le voleur. Il me reste la carabine de mon père sous le lit. Je deviens fou. En arrivant sur le palier, je l'ai vue, en bas des escaliers. Ma statue, debout. Elle me regarde, sans plus bouger. C'est elle, j'en suis sûr, qui a fait tout ce boucan. Elle a quitté son socle, cassé ma fenêtre et m'attend en bas des marches. Elle semble ne pas pouvoir monter pour une raison que j'ignore. Que puis-je faire ? La folie me gagne. La fièvre est revenue. Je n'ose pas descendre si tout cela était vrai. Que me veut-elle ? J'ai même essayé de lui parler. Elle a levé la tête vers moi et ses yeux ont croisé les miens. Elle ne bouge plus. Je ne peux pas appeler la police. On me prendrait pour un fou. Je vais essayer de dormir. Demain, elle sera peut-être redevenue une statue normale. Ou ma tête aura retrouvé sa place. 30 mars 1938. J'ai dormi, je ne sais pas trop comment, et j'ai compris quelque chose. Si ma statue est capable de bouger, je pense qu'elle est responsable de la mort de Léon. Je me suis relu, et oui, j'avais entendu des bruits étranges, que je n'avais pas su interpréter ce jour-là. Nul doute qu'elle cherche à faire de même avec moi. Je ne suis pas fou, et je dois détruire cette créature. J'ai chargé ma carabine. Ma statue n'est plus au pied de l'escalier, et en me tordant le cou, je ne la vois nulle part, non plus par les fenêtres de l'étage. Je sais seulement qu'elle n'est pas revenue sur son socle, que je vois de ma chambre. Je n'ai pas le choix. C'est moi qui ai fait entrer le mal dans cette maison. C'est à moi de l'en défaire. Seigneur, je n'y arriverai pas seul. Elle m'attendait devant ma porte d'entrée, bien sûre de m'empêcher de sortir. Je l'ai mise en joue en reculant, décidé à passer ma verrière brisée pour faire le tour. Mais elle s'est jetée sur moi avec une vitesse ahurissante pour son poids et sa taille. J'avais oublié la longueur de ses bras. J'étais à sa portée et elle m'a touché la main. En bras de chemise, j'ai vu mon membre pâlir à vue d'œil et les nervures verdâtres de la statue prendre en réaction une nuance carmin. J'ai compris qu'elle était en train de se nourrir de mon être, de mon sang. Elle n'avait besoin que d'un contact. Ainsi, ma fatigue de ces derniers jours trouvait son explication. Mes caresses m'avaient conduit à ma perte. Un sursaut de préservation m'a fait appuyer sur la détente. Un bout de sa tête a sauté. Elle a reculé et lâché ma main. Pourtant, elle revint presque immédiatement à la charge. Je n'eus que le temps de monter à l'étage, seule retraite qu'il me reste. Il faut que je fuie cette maison. Elle m'aura tué avant que mon arme en vienne à bout. Il me faut de l'aide. Mais par où sortir ? Il ne me reste que la fenêtre du bureau, à l'avant de la maison. J'entends du bruit, du bois que l'on brise. Non. Ce qu'elle m'a pris lui a donné la force de monter les marches. Elle met du temps, mais elle sera bientôt là. Je dois fuir. Maintenant. Félix tourna la page, mais le journal d'Orphès se terminait là. En s'essuyant le front d'un revers de manche, il regarda à nouveau l'escalier. Chaque marche avait été enfoncée, jusqu'au sommet. Il repense à ce qu'il avait lu sur la mort du propriétaire. Il fallait quand même le vouloir pour se tuer en tombant d'un premier étage, surtout avec un balcon d'où on pouvait se suspendre. Le lycéen frissonna. Anicette n'avait pas eu le temps de fuir. Elle l'avait rattrapé, alors qu'il tentait de passer par la fenêtre, avait pris sa vie avant de le précipiter dans le jardin. Il avait dû être retrouvé vidé de son sang, comme son ami. Depuis le temps,
Cette statue était-elle toujours dangereuse ? Était-elle toujours à l'étage ? Un détail revint en mémoire au jeune homme, et il regarda à nouveau au jardin, cherchant son ami des yeux. Valérien était toujours invisible. Félix ne voulait pas rester une minute de plus dans cette maison. Lui, qui adorait se faire peur, il commençait à se sentir très mal à l'aise, comme faisant une indigestion de tout ce qu'il avait aimé se gaver jusque-là. Mais il ne pouvait pas abandonner son copain. Val, j'ai fait mon tour, on rentre ? Un gros bobard, mais il n'en avait plus rien à faire. Il s'avança dans le jardin, vers l'endroit où il avait laissé son ami. En s'approchant de la statue, il se sentit étrangement rassuré de la voir exactement au même endroit que quand Valérien l'avait trouvée, dans la même position. Mais son copain ne se montrait pas. Il l'appela à nouveau, sans plus de réponse. Alors qu'il faisait le tour de la statue, cherchant où son copain avait pu se rendre ensuite, il buta sur quelque chose. En se baissant, il reconnut le réflexe de Valérien. Comment avait-il pu laisser un tel matos par terre ? Une main sur son épaule le fit sursauter, alors qu'il allait se baisser pour ramasser l'appareil. Il sut, à la prise et au poids de doigts serrés, que ce n'était pas son ami. Il se retourna pour croiser le regard de la dame de pierre, qui s'était simplement penchée pour le saisir. Il vit sa propre main pâlir, jusqu'à prendre un blanc cireux, presque gris, alors que son sang quittait son bras pour rejoindre les veines de pierre rougies de la statue. Dans un sursaut de rage, il tenta de se dégager à l'aide de son autre bras. Mais elle posa sa seconde main sur sa tête. Avant de perdre connaissance sous cette nouvelle emprise, il croisa son regard et vit un sourire s'épanouir sur le visage laiteux, d'une beauté froide comme le marbre. Et le bonsoir Yop. Bonsoir Indigo. Comment ça va? Écoute, ça va plutôt bien, et toi? Impeccable, nickel. Écoute, épisode 56, Froide Veine, dernier épisode de 2024. Qu'as-tu à répondre? Eh bien, le temps passe. C'est terrible. Bah ouais, déjà quoi. C'est incroyable. Cette année est passée trop vite encore une fois. Oh dame oui. On a presque réussi à sortir un épisode par mois. Hein. Presque. On y reviendra tout à l'heure, on va en parler. On fera un débrief de l'année, les déménagements, les choses comme ça. Mais d'abord peut-être, petit remerciement pour les histoires que l'on vient d'écouter. Bah gros remerciement même, carrément, ouais. Parce que là on a eu The Doll Shop, la première histoire qu'on a entendue dans l'épisode, avec Jess à la narration, et puis Lily Amit. Effectivement, la mère et sa fille. Exact. La voix d'enfant et tout, là, tu sais, le classique, quoi. C'est un peu notre enfant attitré qu'on a besoin d'une voix d'enfant. On sait vers qui se tourner. Exactement. Oui, bonjour, c'est le Indigo du montage. On a oublié un remerciement également sur l'histoire de Doll Shop, puisque au micro de ce podcast, on a eu pas mal de guests. Et là, dans cet épisode, on a eu un guest un peu particulier, en la personne de Jean-Jean. C'est notre chat, Lily et moi, donc voilà. Donc merci Jean-Jean pour ce rôle incroyable de miaulement maîtrisé à la perfection. Voilà, c'était pas issu d'une banque de sons. Allez, des bisous, bonne écoute, bon épisode. Ouais. Et donc une histoire qui parle de poupée, une fois n'est pas coutume, évidemment. Oui, on aime ça. Oui, je me souviens en fait de ta tête quand on a fait l'enregistrement. Bah, cette histoire et puis celle d'après, la Froide Veine, l'histoire titre. Ouais. Elles ont été enregistrées pendant un record à la maison avec plein de potes. Et t'étais encore content là, avec ton petit air narquois, genre Indigo, j'ai une histoire avec des poupées, elle est trop bien, tu vas voir, allez, vas-y. Oui, parce que je sais que ça te trigger pas tant en vrai. N'hésite pas à décéder sur le moment, voilà, à tout moment. Non, mais je pense qu'à une époque, je l'aurais pas fait. Mais là, ça va. En vrai, ça va. Si, totalement que si. Si. En l'occurrence, tu l'as fait depuis 6 ans. Ouais, mais pas tant. 6 ans de podcast où à chaque fois qu'il y a une putain de poupée dans une histoire, tu vas me voir en me disant Indigo, regarde, elle est trop bien. Il y a une poupée dedans. Elle Oui, devrait te plaire.
à vous, les poupées, ça marche bien, quoi. Ah, ça marche bien. Bah, moi, j'avoue, ça marche bien, évidemment. On a eu des histoires aussi de mannequins. Ça va, tu vois, c'est différent, les mannequins. Ouais, c'est différent. Pourtant, pas tant. C'est juste des grandes poupées, les mannequins. Oh, c'est pas pareil. Je voudrais que tu réfléchisses à ça d'ici le prochain épisode. Vous avez 5 heures. Non, bah, ok. Donc, The Doll Shop, c'est une histoire que t'avais trouvée sur Reddit. C'est ça, l'auteur s'appelle The Wild T 9242. Oh. Et un grand merci à lui pour avoir accepté que l'on narre et que l'on diffuse son histoire. Merci beaucoup. Et puis la seconde histoire qu'on a entendue, donc Froidven, on disait tout à l'heure, qui est donc on peut remercier déjà Mimi, J-Dog et Nigal. Exactement. Qui participent à l'histoire. Bah, l'autrice quand même, Oui. qui est une Adados. Exactement, c'est Shorlekin, ou alors son nom d'autrice, c'est Fanny Sichel. Donc cette histoire est présente dans un recueil qui s'appelle Exang, aux éditions Détourment. Donc, si vous avez aimé cette histoire, eh bien n'hésitez pas à vous le procurer. Fanny qui nous avait aussi envoyé l'histoire Fièvre Apocalypse qu'on avait pu faire précédemment. Exactement. Ouais. Donc bah ça fait deux raisons de suivre son travail. Il y a une manière de le faire, c'est sur son compte Insta notamment. Exactement. On mettra le lien dans la description, vous connaissez. Hein. Oui, c'est @FannySichel_autrice, sinon pour ceux qui ont la flemme de cliquer. Est-ce qu'il serait pas temps de remercier nos nouveaux patrons, les nouvelles patronnes? Eh bien écoute, allons-y. La dernière fournée de 2024. Merci à Merzina Robinselman, Mr. Chiquitos, Le Chiens, Maeva, Némombe, Denis Leblanc, Disjoncté Girl 21, Les Marco, Cyprien Baron et Lucie L. Eh bah trop bien, merci. Bienvenue à vous dans Bienvenue. l'élite des Adados. La crème de l'élite. Exactement. Merci beaucoup pour votre soutien. On a sorti un truc nouveau là sur Patreon il y a 2 semaines, peut-être 3 semaines. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. On a sorti un Unplugged. Donc le Unplugged, c'est une discussion entre Yop et moi sur des sujets variés. Alors là, c'était un sujet sérieux quand même. Bon, ça nous a pas empêché de digresser pas mal, mais et du coup on s'est filmé à l'occasion de ma visite dans les studios des Antipodes pour la première fois. C'était incroyable. C'est vrai que je m'étais dit que je ferais une sorte de vlog pour montrer un petit peu l'envers du décor et je l'ai jamais fait. Mais oui. Donc si vous voulez voir un peu les studios, eh bien il y a cette vidéo. Et comment s'appelle-t-elle cette vidéo, Indigo, pour donner un peu envie d'aller regarder? La vidéo s'appelle La fin d'avant d'aller dormir ? Point d'interrogation. Voilà. Voilà. Oh là donc là. si ça vous donne pas envie d'aller l'écouter, Et même de la regarder. On peut De la faire ça regarder, pour une ouais. fois. Oh, c'est terrible. on s'était mis bien. On avait nos petites tisanes, un petit brownie. Non, j'ai été reçu comme un roi. Merci encore pour ton accueil. Ah bah avec plaisir. C'était incroyable. C'était incroyable. Non, mais c'est vrai qu'on s'était dit qu'il fallait qu'on refasse ça un petit peu plus souvent, plutôt que de faire nos outros, ou enfin faire nos enregistrements à distance. Ouais. Et bah, ce serait bien qu'on essaie de les faire IRL le plus souvent possible, quoi. IRL, peut-être si tu peux préciser pour... In real life, dans la vraie vie. Très bien, merci. Bon, pour bien finir l'année 2024, est-ce qu'on se lirait pas quelques petits commentaires qu'on a reçus dernièrement ? Les commentaires, ça fait tellement plaisir que c'est dommage de les garder pour nous, quoi. C'est vrai. Je sais pas s'il y a des gens qui se lancent dans l'écoute d'un podcast après avoir lu les commentaires. Ah, mais moi, je lis toujours 1 ou 2 commentaires avant de commencer un nouveau podcast. C'est vrai ? Ah bah oui. Tu démarres un podcast comme tu cherches un resto sur TripAdvisor, quoi. Non, mais en fait, quand il y a un podcast qui m'intéresse, je vais d'abord, avant d'écouter le premier épisode, lire 1 ou 2 commentaires. Mais ça va pas forcément influer sur ma décision d'écouter ou pas, c'est juste pour ça, histoire de me mettre en bouche, on va dire, quoi. Ok, d'accord. Je vois. Tu en lis jamais, toi? J'avais. Bah écoute, je te propose que t'en lises. Mais pour nous, cette fois. Un message de Lou Celtic. Oh, un pseudo incroyable. Ouais. Un commentaire 5 étoiles. Waouh. Il nous régale. Expérience au top, merci pour votre travail commun efficace. C'est une telle joie de recevoir la notification d'une nouvelle émission. C'est un peu une petite victoire pour nous aussi de l'avoir, hein, cette notification. Ouais, j'avoue. J'avoue que dernièrement, la notification, on l'attendait plus. Bon, donc ça fait toujours plaisir, j'imagine. Un commentaire du 22 octobre de Néréide qui dit merci infiniment pour vos histoires. Vous faites un très bon travail. Sans doute mon podcast préféré. Oh là là.
Je suis devenu addict de vous. Calmez-vous. C'est beau. Je me régale depuis 2 ans. Les histoires que vous sélectionnez ont quelque chose de différent. Elles sont originales et font vraiment flipper. Merci pour le temps et le travail consacré. C'était un vrai cadeau. Une super fan. Franchement, merci infiniment. Merci. c'est Et cadeau. pour les histoires que l'on sélectionne, bah on doit beaucoup, je trouve, aux Adados en vrai, hein, qui nous en envoient en masse. Hein. Ah, mais complètement. Bah, ça montre que ça a un écho pour certains. Il y en a, ça donne envie d'écrire, de proposer des histoires. Enfin, je trouve ça vraiment trop cool, quoi. Carrément. Mm. Un commentaire du 2 décembre de Miss Clark 21 qui nous dit j'enchaîne les épisodes depuis plusieurs semaines. Vous m'accompagnez sur mes longs trajets en tant qu'aide à domicile. Merci pour votre podcast auto. Trop bien ça. Ouais, bah merci à toi, Miss Clark. J'avoue, j'écoute énormément moi aussi les podcasts en bagnole. Ah bah pareil. C'est en voiture où j'en écoute le plus. Moi, c'est en bagnole et quand je fais ma vaisselle ou mon ménage, quoi, en gros. Quand je tombe à pelouse. Bah, c'est vrai, moi aussi. Mais c'est principalement en voiture quand même, j'avoue. J'arrive pas à travailler avec un podcast. Ah mais non, bah oui, bah moi de toute façon, je fais du montage le plus souvent, donc c'est compliqué. Bah ouais, non, c'est clair. J'arrive pas à suivre en fait. Je suis obligé de mettre de la musique, un truc. Ouais. Bah oui, mais par contre, c'est vrai qu'il y en a certains qui nous écoutent en travaillant parce que bah ils ont des jobs qui le permettent, quoi. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, j'aimerais bien aussi pouvoir m'écouter des podcasts en travaillant, mais non, c'est pas possible. Ah ouais, pareil. Mm. C'est une petite frustration, quoi. Une mini frustration, quoi. Mais, sous cette avalanche ce déluge de commentaires 5 étoiles, quand même, on a reçu un commentaire du 20 décembre de XXX underscore 8785 qui nous a mis un commentaire 2 étoiles en disant c'est pour quand le prochain épisode. Eh bien, merci à toi, Triple X. Grâce à toi, il y a un nouvel épisode. On pensait arrêter, on a vu ce commentaire 2 étoiles, on s'est dit, il faut qu'on fasse un épisode pour Triple X. Lui, il a eu 20 sur 20 au bac de philo, tu vois, sur Qu'est-ce que l'audace. Lui ou elle, d'ailleurs, on sait pas, mais... 2 étoiles, bim, c'est quand le prochain épisode? Et en fait, vraiment, je pose mes pieds sur la table en disant... bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc n'hésitez pas à rattraper notre note en nous mettant vous aussi des commentaires 5 étoiles. Et Triple X, si tu passes par là, n'hésite pas à remonter ta note maintenant que le prochain épisode est sorti. Ah, parce que c'est un jeu sans fin, à chaque fois il y aura un autre épisode d'attendu. Non, c'est clair, on s'en sortira jamais. Bah voilà, non mais ça fait trop plaisir. Franchement des commentaires, on en a lu quelques-uns, mais on en reçoit un peu partout sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast notamment, et Podcast Addict aussi, pour ceux qui nous écoutent là-dessus. C'est trop bien, ça fait trop plaisir, on a plein de retours, on reçoit des mails, des DM Insta. Franchement, continuez les Adados, meilleure commu du monde, faut le dire. C'est clair. Est-ce qu'on passerait pas au reco maintenant? Parce qu'on est en fin d'année. C'est les vacances pour beaucoup de gens là. Ouais. D'ailleurs, t'as des vacances ou pas, Yop? Plus ou moins. Ouais. En gros, je fais des grasses mat le matin et je travaille un peu l'après-midi. Voilà. C'est un peu ça mon emploi du temps en ce moment. Ouais, c'est calme pour les fêtes. Voilà, et puis quand je dis travailler, c'est surtout je fais du rendez-vous de l'étrange, tu vois. Je fais. Niveau taf client, c'est assez calme, donc ça va. Ok. Et toi, tu commences tes vacances, il me semble. Ouais, j'attaque là. On enregistre, c'est mon premier soir. Wow, félicitations. Arrête, merci. Donc, ouais, ça fait bien plaisir. On verra. J'ai pas encore fait mes premières grasses mat. Et si tu veux, je peux te recommander un jeu pour les vacances. Ouf. Vas-y, dis toujours. Ah, parce que t'as déjà des choses de prévues, toi, c'est ça? Bah, j'en ai commencé un il y a pas longtemps. Ok, bah on va en parler. Mais moi, d'abord, j'aimerais te parler de Mini Shoot Adventure. Est-ce que ça te parle? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est un peu un mix entre tu sais, les vieux Zelda 2D, là. Ouais. Avec les Twin Stick Shooters. En gros, avec un stick, tu contrôles ton vaisseau, et avec l'autre, tu contrôles où il va tirer. Ok. Et ben, c'est un mix entre le Zelda et ça. Et ça rend trop bien. Et c'est un jeu français, monsieur. Oh. Et il se fait en une dizaine d'heures de jeu. Il est Ah oui. Ouais, non, il est vraiment trop bien. Il est vraiment super cool. Voilà, petite reco. Et sachant que c'est assez difficile ce genre de jeu, mais tu peux choisir, par exemple, ça tire automatiquement quand t'as un ennemi ou quelque chose comme ça. Enfin, tu vois, t'as des petites aides qui peuvent pour le rendre accessible au plus grand nombre. Voilà. Excellent. Je vois qu'il est très très bien noté. Bah bien sûr, je le recommanderais pas sinon.
En fait, il a que des bons avis, Ouais. Mini Shoot Adventures, là. Sauf un C'est de triple X. qui a mis 2 sur 10 en disant « À quand le prochain Mini Shoot Adventures ?» Ah mon Dieu. Il est partout. C'est terrible. Ah, tu m'as vu venir avec putain. Bah très bien. C'est vrai que t'en testes pas mal les jeux, toi, j'ai l'impression là. Ouais, mais généralement, c'est des petits jeux parce que j'ai pas souvent le temps de me mettre sur vraiment des gros trucs Ouais. qui vont durer 50 ou 100 heures, quoi. Mm. Là, je commence Luigi's Mansion 3. Ok. Et je sais pas encore. Bah, il a l'air bien, tu vois. J'ai joué qu'une heure pour l'instant, mais je trouve que c'est un bon jeu de vacances. Oh, complètement. Mm. Complètement. C'est censé faire peur, mais tu sais, gentiment, tu vois. Petit plat, petit chocolat, petit Luigi, quoi. Oui, bah ça reste un jeu Switch, quoi. Enfin, même Nintendo. Ouais, bah exactement. plutôt, Oui, oui. bah, disons qu'il est adapté à un public même enfant, en vrai. Hein. Ah, mais complètement. Ouais. Non, ils vont pas terroriser une génération de gosses. C'est pas trop l'esprit de Nintendo. Bah, exactement. Et des films, des séries, peut-être? Oh, j'ai regardé le dernier Indiana Jones. Et alors, qu'en as-tu pensé? Et ben, il a pris un sacré coup de vieux quand même, notre Harrison Ford. Hein. Oui, mais il y a les CGI maintenant. Ah ouais, non, mais par contre, les premières scènes où ils l'ont fait jeune, c'est ultra bien Ouais. fait par contre. Une bonne injection de CGI dans les pommettes. Non, en vrai, il se regarde. Oui. Ça vaut pas la première trilogie, tu vois, mais j'avais envie de me remettre un petit peu dedans parce qu'il y a un jeu Indiana Jones qui est sorti dernièrement. Là. Oh ouais, j'ai vu ça. Il a l'air trop bien. Et je sais pas, j'étais un peu dans le mood, tiens, pourquoi pas je vais m'y mettre. Et voilà, je vais me faire le dernier film comme ça, je serai dans le truc quoi. Ouais, ok. J'ai l'impression que c'est plus les premiers films qu'il faudrait re-regarder en vrai. Bon, bah, courage. Ça a un peu vieilli quand même. Ouais, c'est vrai. Mais le jeu a l'air très bien aussi. J'oserais pas jusqu'à le recommander parce que j'y ai pas joué, tu vois, mais j'en ai entendu que du bien quasiment. Ah ouais, j'ai vu quelques petites vidéos passer par-ci par-là. Ça a l'air très cool. La mécanique du fouet là. Ouais. Elle a l'air folle. Genre, il est trop bien animé et tout. J'étais bluffé. Mais ouais, un peu stylé quand même. J'ai suivi ta recommandation aussi. J'ai regardé Dream Scenario. Alors? Bah franchement, j'ai bien aimé. Hein. Ah, ça fait plaisir. Je sais pas dans quoi tu l'avais recommandé, dans un ancien épisode ou tu me l'avais recommandé juste à moi, je sais plus. Ah ouais, non, je l'ai recommandé dans un ancien épisode. Ok. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah du coup, j'ai suivi ta recommandation, je l'ai regardé, j'ai bien aimé. Et alors? C'est un peu what the fuck, mais j'aime bien ce genre de what the fuckerie en fait. C'est un vrai A24, voilà là. Ouais, bah voilà, c'est ça. Ouais. Avec Nicolas Cage. Et pas déçu par la fin? On spoilera pas, hein, mais moi j'ai adoré le fait qu'elle nous emmène pas du tout là où on aurait voulu que ça aille, quoi. Ouais, alors là, vous avez eu un gros cut parce qu'on a parlé de la fin tous les deux. Désolé. Bon, on voulait pas spoil. On voulait pas spoil, mais en tout cas, ouais, on recommande le film. Pour la deuxième fois, du coup. Exactement. Eh bien, de mon côté, j'ai démarré un nouveau jeu. C'est Les Fourmis, Aïe. qui est adapté du best-seller de Bernard Weber. Oui. Eh bien, figure-toi que pour l'instant, je le trouve beau ce jeu, quoi. En fait, il est très répétitif. Ah oui. Et vraiment, le gameplay est pas incroyable. En fait, c'est ce que j'ai demandé, quoi. Il est beau, mais après, quoi. Bon, on peut résumer ça en disant c'est Microids qui l'a fait. Déjà, le fait qu'il soit beau est une prouesse. Ah mais alors totalement. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit bien fait. J'ai vu des vidéos du jeu, mais on sait jamais trop, tu sais, entre le in-game footage là et les cinématiques là. Et en fait non, franchement il est beau, il est bien fait. Les déplacements en fourmi, juste, je suis trop fan quoi, j'aime trop. Mais le gameplay, enfin voilà, c'est pas terrible quoi. Et tu te dis, c'est les mêmes devs qui font Puy du Fou, quoi. Ouais, non mais là ils ont fait ils ont glow up là, vraiment c'est impressionnant. Ça partait de très loin. Bah après, il y a sûrement pas les mêmes budgets derrière. Hein. Après, Oui, mais quand même quoi. Après si voilà, vous avez envie aussi de découvrir le Puy du Fou, je vous invite vivement à aller voir notre test du jeu à Yop et moi sur sur les internets et notre critique Sens Critique. Le replay est quelque part? Bah on l'avait mis sur YouTube, non? Je suis pas sûr. Tu l'as peut-être mis en temps fort sur ta chaîne, non? Effectivement, il est en temps fort. C'est d'ailleurs la seule vidéo de ma chaîne. Comme quoi, c'est un super bon jeu. Alors j'avais raccourci quand même. Hein. J'ai cuté une bonne partie du live parce que ça durait longtemps. On a fait le jeu en one shot hein, de A à Z, donc tu m'étonnes que c'était. Tu en rigoles. On l'a pas fini.
On l'a pas fini? On l'a pas fini. En fait, Mais il me semblait qu'il fallait qu'on récolte un nombre de machins. de pièces pour obtenir l'épée d'Excalibur là. Enfin Excalibur, Oui. l'épée, et c'est Merlin qui devait nous la donner. On a récolté le nombre de pièces et on n'a pas eu l'épée. oui. On a dit, oui. bon, allez, va te faire foutre. On a coupé le jeu et on est allé rédiger une note sur Sens Critique. C'est vrai. Mais on avait bien dépoussiéré le jeu quand même. On avait pu tester quand même pas mal de choses dessus quand même. On a pas... Ah bah tous les mini-jeux et tout, ouais, effectivement. Ouais. Franchement, les déplacements dans le parc, le bouton pour respawn, Ah oui, c'est vrai. alors qu'il y a des barrières partout. Enfin bref, c'était incroyable. Donc, c'est sur ma chaîne Twitch, Indigo, twitch.tv/Indigo, abonnez-vous. En live tous les mardis. Et dans les temps forts, il y a cette vidéo qui trône fièrement. Vraiment, c'était une belle expérience. Donc Microids, il nous régale. Bah ouais, du coup, après ça, je me dis, mais tu retournes chez eux, quoi. Tu retournes voir ce qu'ils peuvent faire. Bah ouais, je leur fais pas la tête non plus, quoi. Mais là, les fourmis, ils m'ont hypé, tu vois. Donc j'ai acquis ce jeu. Et puis je l'ai lancé. Et à ma grande surprise, pour la première fois depuis très longtemps, petit shout-out à Dan de Creepy Story. Pour la première fois, j'ai lancé un jeu récent où il n'y avait pas Dan qui avait déjà joué à ce jeu. Et ça m'a même surpris, je te cache pas. Genre en général, il a testé tous les jeux avant moi, c'est un truc de ouf. On fait pas la course non plus, hein, mais il est au taquet de ouf sur les nouveautés et tout. Je serais curieux d'avoir ses retours sur les sorties jeux et tout. Peut-être qu'il faudrait qu'il lance un podcast. Ouais, mais le problème, c'est que podcast jeux vidéo, il y en a un peu à l'appel, quoi. C'est sûr. Oui, mais fait par Dan. Fait par Dan, par contre, il n'y en aurait qu'un. Ah, mais clairement. Donc voilà. Donc Dan, si tu entends ça, voilà. N'hésite pas à tester les fourmis. Le gameplay est pas ouf, mais le jeu est beau. Voilà. Mais du coup, c'est vraiment une reco ou pas? Ou c'est juste j'y ai joué, c'était bien? Non, mais après, moi, j'ai des goûts de jeux vidéo un peu spéciaux, hein, tu sais. Ça se résume quand même principalement en Rock Band, Tony Hawk et des jeux chelous que personne ne veut jouer, quoi. Donc à part Fall Guys, tu me verras rarement sur des jeux de tir ou des trucs, voilà. Bah après, t'as joué pas mal à Assassin's Creed aussi. Hein. Ah ouais. Oui, mais tu vois, pas en multi. Enfin, je suis très aventure solo, quoi. Donc petite reco, ok. Non, bah c'est tout, petite reco, quoi. Petite reco pour les fourmis. Et puis c'est tout, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que j'ai vu dernièrement. Bah si, t'as joué à Astrobot. Tu peux pas ne pas le recommander, celui-là. Je n'en ai pas parlé. Astrobot, le GOTY, comme on dit, le Game of the Year. Incroyable. Astrobot. Moi, j'en ai entendu que du bien. Bah, il a été nommé d'ailleurs jeu de l'année dans plein de trucs, genre les Game Awards et tout. Bah, il a eu une note de 99 sur 100. Il a reçu une étoile de quelqu'un qui disait « À quand Astrobot 2 ?» Non, franchement, il est parfaitement bien exécuté. Si vous avez la chance d'avoir une PS5 et que vous avez pu jouer donc à Astro Playroom, qui était préinstallé sur la console, si vous avez aimé Astro Playroom et que vous êtes un peu nostalgique des vieilles consoles de Sony, Astrobot, ça régale. C'est justement dans tout cet univers-là, il y a des rêves dans tous les sens, à tous les jeux jamais sortis, c'est du bonheur. C'est un peu le jeu qui manquait, je trouve, chez Sony, parce qu'ils avaient pas de platformer, tu sais, un peu à la Nintendo. Complètement. C'est complètement qui marche bien, quoi. En fait. C'est l'équivalent Mario selon Sony, quoi. Un truc coloré, fun. Mais on réussit. Ah oui, parce qu'il y en a sûr. plein qui ont tenté de faire du Mario à la Nintendo, tu vois. Là, ils l'ont au moins égalé, quoi. Mais non, là, franchement, c'est hyper bien exécuté. Le jeu est beau. Il y a un détail quand même qui fait que c'est trop bien aussi, c'est qu'il exploite à 2000% la manette de la PS5. Bah ouais, c'était d'ailleurs pour ça qu'il était intégré dans la PS5 à la base, en mode démo, quoi. Et ça fait du bien. C'est très très immersif quand la manette elle est bien exploitée. C'est vrai qu'au prix où on paye la manette, on aimerait bien que tous les jeux soient comme ça, quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà, Astrobot, ça c'est reco de l'année en fait, c'est même pas reco du mois de décembre. Je suis pressé de mettre mes mains dessus, du coup. Et ben écoute, Yop, c'est la fin de cet outro. Ouais. Dernier outro 2024. Oh là là, c'est triste. Mais on revient en 2025 si tout va bien. Hein. Allez, et une fois n'est pas coutume, on se quitte sur une petite histoire.
Oui, et donc cette histoire s'appelle La cabane à sucre. Elle a été écrite par un Adados venant du Québec, qui s'appelle Alexandre Bergeron. Merci beaucoup pour cette histoire et bonne écoute. Bonne écoute. Les gens fredonnaient et dansaient au son des deux chansonniers qui passaient du folk acoustique québécois aux chansons typiquement américaines. Les entrées avaient été servies et la petite trentaine de personnes attendaient impatiemment le moment où le souper allait être servi. La nuit tombait tranquillement au son de la musique qui s'élevait avec l'odeur du souper gourmand qui les attendait. La nuit qui s'étendait sur la forêt autour n'était pas aussi noire qu'elle aurait dû. Une clarté rougeâtre éclairait les coins les plus lointains que l'œil des convives pouvait voir. La plupart crurent que le soleil couchant était la cause de cet étrange phénomène. Leur ignorance des mythes et légendes de leur propre région était pitoyable. Les légendes autochtones décrivent depuis longtemps déjà les malchances inévitables des gens qui sont retenus dans ce crépuscule sans fin. Pendant que les convives mangeaient comme si leur vie en dépendait, les lueurs orangées dansaient en se rapprochant de la cabane. Les convives engourdis par le repas copieux, la chaleur de la salle à manger, le son assourdissant des conversations et la musique forte des chansonniers ne virent rien venir. Lorsque les petites flammes sautillantes d'arbre en arbre arrivèrent de tous les côtés, les convives ankylosés dans leur stupidité aberrante y virent une sorte de pluie d'étoiles filantes ou un spectacle pyrotechnique magique. Les petites boules de flammes étaient maintenant toutes collées sur les fenêtres autour de la cabane. Soudain, alors que les petits corps enflammés se promenaient tels des insectes répugnants sur les vitres, leur lueur passa de l'orangé à un violet indescriptible et presque transparent. Puis, plus rien. Les gens étaient mystifiés. Les employés souriaient et applaudirent. Ensuite, les convives rassurés applaudirent à leur tour. Lorsque tout était redevenu calme, un cri d'enfant horrifié jaillit du silence. Le bras de l'enfant luisait d'une teinte violette. Puis l'une des lueurs orangées était réapparue sur le petit bras de l'enfant. Le cri horrifique s'était transformé en cri de douleur, en même temps que la flamme orangée était revenue. Le bras de l'enfant se transforma en une sorte de brasier qui s'étendait rapidement. L'enfant tomba en un petit tas de cendres violacées. La panique avait emporté tous les convives. Cependant, dans l'engourdissement créé par l'horreur de l'enfant dévoré par les flammes maléfiques d'une créature démoniaque, les employés excités et riants avaient fermé à clé toutes les issues. Alors que la folie s'emparait des convives, la totalité des flammes réapparurent. Les gens brûlèrent dans une magnifique symphonie de cris et de supplices. Alors que les gens s'étaient tous éteints pour de bon, mes employés qui avaient regardé mourir les convives se mirent à nettoyer les cendres légères et violacées avec le sourire. Nos récoltes de sirop d'arbres à sang seront bonnes. Les feux follets retourneront dans leurs arbres à sang et une réaction malsaine inconnue produira une sève rougeâtre, sucrée et très bonne pour la longévité. L'incroyable rituel nous a été passé de génération en génération. Mes ancêtres utilisaient les missionnaires français et anglais arrivés au Canada, il y a si longtemps maintenant. Aujourd'hui encore, plus qu'avant, les immigrants européens se sont appropriés nos terres, se sont libérés de leurs liens spirituels avec les créatures légendaires, qui sont maintenant plus que de vieilles histoires. Bien que la plus grande partie de nos semblables ont été chassés et isolés de nos propres terres, nous continuons à nous venger. Puis, en attendant que les légendes d'un monde plus ancien que la Terre elle-même se révoltent et remettent les intrus de notre Terre à leur place, nous continuerons à nourrir et entretenir nos liens spirituels avec elle. Il est maintenant temps de trouver le sommeil. À bientôt.
Shorter days and chillier nights can make it tough to keep up your fall workout routine. Thankfully, there's Alo Moves, the app that brings health and wellness to the comfort of your home. Alo Moves offers yoga, Pilates, strength workouts, and other fitness classes, plus wellness offerings like meditations, sound baths, and more. Whether you have 5 minutes or an hour, Alo Moves has a class or flow that saves you from a frigid trip to the gym. Get a 30-day free trial and 20% off an annual membership with code ACAST at alomoves.com.